bienvenue dans Questions experts. Beaucoup ne veulent pas en entendre parler et pourtant dépister le cancer colorectal peut vous sauver la vie. Pour bien comprendre où, quand et comment le faire, je reçois aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes le gastro-entérologue Jean-Baptiste Bachet. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Nous allons commencer par une première question qui nous vient d'Ève. Elle vit dans le Nord-Pas-de-Calais et elle nous demande « Mais qu'est-ce que le cancer colorectal ?» Alors, le cancer colorectal, c'est premièrement le cancer digestif le plus fréquent. C'est un cancer qui se développe à partir en fait de l'épithélium, de la muqueuse qui va tapisser tout le côlon et tout le rectum. Et des mutations, des anomalies génétiques surviennent au niveau de ces cellules qui vont finalement dégénérer, donc entraîner d'abord ce qu'on appelle de la dysplasie, donc des stades qui ne sont pas encore le stade de cancer invasif, mais l'accumulation des mutations, des anomalies génétiques au fur et à mesure du temps vont aboutir à la croissance d'abord de ce qu'on appelle des polypes, qui sont des petites tumeurs bénignes à potentiel de dégénérescence, puis à la survenue d'un cancer et d'un cancer invasif qui va finalement envahir la muqueuse, puis les différentes couches du côlon et du rectum et potentiellement essaimer avec des métastases. Autre question, comment dépiste-t-on le cancer colorectal aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs modalités de dépistage. En fait, nous ne sommes pas tous égaux face au risque de cancer colorectal. Et donc, on définit actuellement, dans le cadre du dépistage, 3 risques. On a un risque modérément élevé, qui correspond en fait à la population entre 50 et 74 ans qui n'a pas d'antécédent personnel ou familial de polype ou de cancer colorectal. On définit ensuite une population à risque élevé, qui est la population qui a un antécédent personnel ou familial au premier degré de polype ou de cancer colorectal, ou alors les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, et éventuellement les patients qui ont également une acromégalie. Donc ces patients-là sont considérés comme un risque élevé. Et on a un dernier risque qui est le risque très élevé, qui sont les patients porteurs d'un syndrome génétique avec des mutations qui sont donc transmises à la descendance et qui confèrent un risque très élevé de cancer colorectal. Et donc il y a 2 grands syndromes, pour résumer, schématiser un peu les choses. Il y a la polypose adénomateuse familiale et puis il y a le syndrome de Lynch, qui sont les 2 grands syndromes qui amènent à un risque important de cancer colorectal. Donc pour la population, on va dire, sans facteur de risque. Pour les patients à risque très élevé, il y a des recommandations très spécifiques où on commence par des endoscopies, des rectoscopies ou des coloscopies dès l'adulte jeune. Dès l'adolescence pour la PAF, c'est à partir de 12 ans qu'on fait des rectoscopies, puis des coloscopies à l'adulte jeune pour les patients qui ont un syndrome de Lynch. Pour les patients qui sont à risque élevé, il y a également des indications de dépistage par coloscopie. Donc pour les gens qui ont des antécédents familiaux au premier degré, c'est-à-dire que votre père a eu un cancer colorectal ou votre frère a eu un cancer colorectal, le dépistage va reposer sur la coloscopie, et cela à partir de 45 ans ou 10 ans avant le cas index. C'est-à-dire que si votre frère a eu un cancer du côlon à 40 ans et que vous en avez 28, dès 30 ans, il faut faire une première coloscopie. Et ensuite, pour la population à risque modéré, donc 50-74 ans sans antécédent. Là, ça repose sur le test immunologique qui est en place en France depuis 2015. Et donc, il y a des courriers qui sont envoyés par la Sécurité sociale tous les 2 ans qui invitent les gens à participer. Donc, les gens doivent aller chez leur médecin traitant puisqu'il y a cette étape d'interrogatoire pour savoir s'ils sont à risque modéré, élevé et ou potentiellement très élevé. Et en fonction de ça, ils sont différemment orientés. Mais si effectivement il n'y a pas d'antécédents personnels ou familiaux dans la famille, ils sont invités à faire ce test immunologique qui est remis par le médecin traitant. On peut discuter des modalités après. Et si ce test est positif, il l'est dans 4% des cas, il faudra ensuite réaliser une coloscopie à la recherche d'une tumeur bénigne, un polype, qu'il faudra enlever, ou alors éventuellement d'un cancer colorectal à un stade précoce. Même si c'est assez désagréable, pourquoi est-ce que c'est important de se faire dépister ? Alors, c'est pas désagréable. Premièrement, c'est pas désagréable. Les modalités ont été modifiées. Avant, il fallait faire... c'était le test hémoculte où on avait besoin d'aller chercher les selles, de les mettre plusieurs jours de suite. Désormais, c'est un test immunologique où vous avez juste un petit boîtier, en fait, un peu comme une clé USB que vous ouvrez. Vous allez prélever un échantillon de vos selles, vous le refermez et vous l'envoyez par la poste. Donc, en soi, c'est pas désagréable. Il y a juste à faire un petit
prélèvement de sel, mais vous ne touchez pas vous-même à vos sels. Il y a tout un kit pour recueillir les sels dans la cuvette. Et donc, cette étape-là n'est pas désagréable. La deuxième étape, c'est éventuellement de réaliser une coloscopie, si le test est positif, dans 4% des cas. Et la coloscopie n'est pas forcément un examen très désagréable. Vous êtes endormi, donc il y a une anesthésie générale. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe pendant l'examen. Et effectivement, en post-examen, vous pouvez être un petit peu ballonné parce qu'il peut y avoir un petit peu de gêne abdominale, parce qu'on a envoyé de l'air pour distendre la paroi du côlon et bien voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas un examen qui est excessivement désagréable. Et en plus, vous êtes sous anesthésie générale, donc vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et donc c'est important de le faire. C'est fondamental de le faire. C'est fondamental puisqu'il a été démontré dans beaucoup d'études que le dépistage permet de réduire drastiquement la mortalité par cancer colorectal. Alors comment ça permet de réduire la mortalité? C'est parce qu'on va diagnostiquer et traiter des lésions avant qu'elles deviennent un cancer. Donc on va enlever les polypes qui sont à risque de donner un cancer et puis on va faire des diagnostics de cancer à des stades plus précoces où les gens vont pouvoir être guéris par une résection chirurgicale seule sans forcément avoir besoin de chimiothérapie complémentaire ou alors par l'association chirurgie puis chimiothérapie adjuvante selon certains critères, mais on va guérir beaucoup plus de patients parce qu'on fera un diagnostic plus précoce. Actuellement, le cancer colorectal, c'est 17 000 décès en France. Tous sexes confondus. C'est le deuxième cancer en termes d'incidence chez l'homme et chez la femme. Et ça reste un vrai problème de santé publique, alors qu'on a une modalité de dépistage qui est validée, qui est reconnue dans énormément de pays européens, qu'on a des objectifs qui ont été fixés par l'Europe d'un taux de participation de la population de plus de 45%. Alors on a des pays, notamment dans les pays nordiques, où ils sont à plus de 60%, voilà, et en France, on est à 30% maximum. Donc on a un vrai déficit de participation à ce dépistage qui pose un vrai problème. Parce que plus les gens vont participer au dépistage, plus on va réduire la mortalité. Et là, on est très clairement en dessous des objectifs qui sont fixés. J'ai régulièrement des changements dans mon transit. Est-ce un mauvais signe? C'est Jean-Charles de Limoges qui nous demande ça. Alors tout dépend... Si vous avez 50 ans et qu'il y a des modifications dans votre transit, c'est-à-dire que soit vous avez du mal à aller aux toilettes avec des épisodes de plus ou moins de constipation qui vont céder après, ou que vous commencez à avoir la diarrhée, alors vous aviez un transit normal avant, et d'autant plus s'il y a un peu de sang dans les selles, oui, il faut faire une coloscopie. Après, si vous avez 20 ans et que vous avez quelques troubles du transit, il faut peut-être consulter un gastro-entérologue, voir s'il y a des modifications à faire au niveau de l'alimentation, au niveau des règles hygiéno-diététique, éventuellement voir s'il y a lieu ou pas de prescrire un traitement. Et l'indication de la coloscopie, qui est comme un examen sous anesthésie générale, se discute en fonction de vos antécédents personnels, en fonction des antécédents familiaux. Voilà. Mais effectivement, les changements de troubles du transit, notamment chez les patients de plus de 40-50 ans, doivent alerter et éventuellement poser l'indication d'une coloscopie. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui doivent alerter? Alors, le principal symptôme, c'est le sang dans les selles. C'est le sang dans les selles, et donc si il y a du sang au fond de la cuvette mélangé au sel, oui, on doit réaliser une coloscopie, on doit réaliser cette coloscopie dans des délais assez rapprochés. Après, il n'y a pas forcément tout le temps du sang visible, et c'est là où le test immunologique va chercher des quantités infimes de sang qui ne sont pas visibles à l'œil nu et va potentiellement révéler un polype à risque de cancer ou un cancer. Et parmi les autres signes, c'est ça, hein, c'est les maladies du transit, les modifications du transit, c'est ça qui doit alerter les gens. Il y a aussi Hélène qui vit à Marseille. Elle nous demande, elle nous explique qu'elle reçoit depuis des années des courriers l'invitant à aller se faire dépister, mais qu'elle ne les ouvre pas. Et elle se demande si ces invitations à aller se faire dépister vont s'arrêter. Non, elles ne s'arrêteront pas. Elles ne s'arrêteront pas parce que c'est une politique nationale, voire européenne, d'essayer de réduire la mortalité par cancer. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que, on va réduire la mortalité des patients, qu'il y a un vrai investissement qui est fait par l'État et qu'il faut absolument participer à ce dépistage. Donc moi, je l'inciterais plutôt à ouvrir ses enveloppes, aller voir son médecin traitant, réaliser ce test immunologique, parce qu'on a vraiment besoin de ça pour réduire la mortalité du cancer colorectal. Et d'où il vient ce courrier? Il vient de la sécurité sociale. Il vient de la sécurité sociale qui va envoyer des courriers systématiquement aux patients considérés comme à risque modéré, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans. Après, ce courrier vous incite à aller voir le médecin traitant qui, lui, va faire l'interrogatoire pour vérifier si vous êtes ou pas à risque modéré ou à risque élevé, voire très élevé, et va vous orienter ensuite sur le type de dépistage qu'il faut faire pour le cancer colorectal. Il y a Kim qui vit à Nanterre qui nous demande « Je viens de faire une coloscopie.
dois-je obligatoirement faire le dépistage de recherche de sang dans les selles? Alors, si la coloscopie est normale, non. Dans les 5 ans qui viennent, il n'y a pas besoin de faire la recherche de dépistage de sang dans les selles. Après, tout va dépendre de ses antécédents à lui. Est-ce qu'il y a eu des polypes qui ont été retrouvés ou pas lors de cette coloscopie? Pourquoi avait été faite cette coloscopie? Est-ce que c'est parce qu'il avait des antécédents familiaux ou pas de cancer colorectal? Et donc après, le rythme dépend toujours de ses classifications. S'il a fait une coloscopie sans antécédents, sans raison pour des troubles du transit, au bout de il est protégé pendant 5 ans, entre guillemets, si on n'avait rien trouvé à cette coloscopie. Et au bout de 5 ans, ils peuvent soit faire le test immunologique, soit continuer à faire des coloscopies de dépistage. Nous avons aussi reçu une question de Marc qui s'inquiète depuis Nice. Est-ce que la coloscopie est douloureuse? Alors, c'est ce que je vous dis, durant la coloscopie, vous êtes sous anesthésie générale. Donc vous vous rendez compte de rien. Donc en soi, il n'y a pas de douleur durant l'examen. En post-examen, il peut y avoir un peu de ballonnement dû au gaz qui a été injecté pour pouvoir distendre. Voilà, donc il peut y avoir un petit peu de douleur en post-examen, mais c'est extrêmement modéré et ça passe très vite. Il y a eu récemment l'acteur américain Chadwick Boseman, héros du film des Black Panthers, qui n'avait que 43 ans lorsqu'il est mort d'un cancer colorectal. Il y a donc Thibaut qui nous demande, le cancer colorectal peut donc toucher des personnes jeunes? Oui, alors malheureusement oui. Au point de vue épidémiologique, l'âge moyen des patients qui ont un cancer colorectal est de 71 ans. Donc c'est quand même un cancer plutôt des patients âgés. Après, on a effectivement des cas chez des gens jeunes. Et on peut avoir un cancer colorectal à 43 ans, comme on peut avoir un cancer colorectal également à 20 ans plus jeune, souvent dans le cadre d'un syndrome de prédisposition génétique. Alors, je ne connais pas le dossier médical, bien évidemment, donc je ne peux pas vous dire s'il y avait une prédisposition génétique ou pas. Mais 43 ans, c'est jeune pour avoir un cancer colorectal, mais ça arrive malheureusement. Et il y avait son grand frère qui a également eu un cancer colorectal. Ouais. On peut donc dire que c'est une maladie génétique? Il y a sans doute 43 ans, antécédent familial au premier degré. Il y a sans doute un terrain génétique sous-jacent. Après, je n'ai pas les résultats. Donc, bien évidemment, pour sa famille, je pense que les choses ont été faites en termes de dépistage aux États-Unis et qu'ils en sauront plus, mais je n'ai pas d'informations. Donc, si on a des cas de cancer colorectal dans sa famille, mieux vaut le signaler au médecin traitant? Il faut impérativement le signaler au médecin traitant. Et nous, c'est ce qu'on dit quand on voit les patients en consultation, puisque moi, je suis gastro-entérologue, mais également oncologue digestif, donc je suis les patients avec un cancer colorectal à tout stade, également au stade métastatique, et donc je dis systématiquement aux patients qu'il faut qu'ils préviennent leurs frères et sœurs, et également pour leurs enfants, qu'il faudra qu'ils fassent des coloscopies de dépistage et qu'ils sortent de la recommandation du test immunologique qui est pour la population à risque modéré. Il y a des spécialistes américains qui estiment qu'il y a une augmentation des cancers colorectals chez les personnes de moins de 50 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au quotidien? Alors, c'est compliqué parce que... moi, je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans un centre hospitalo-universitaire, donc c'est vrai qu'on nous réfère beaucoup des patients jeunes. Donc il y a un biais de recrutement très clairement. Il faut avoir des données épidémiologiques françaises plus récentes que je n'ai pas. Ça a été suggéré effectivement par des études américaines. Je n'ai pas d'argument formel pour vous dire effectivement il y a une augmentation d'incidence chez les jeunes. Il faudra qu'on ait un peu plus de recul là, sur les données épidémiologiques actuelles. C'est une hypothèse, mais on n'a pas tellement de facteurs de risque qui pourraient expliquer ça. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner par rapport à ça. Est-ce que quand il est pris tôt, le cancer colorectal se soigne bien? Le cancer colorectal se soigne très bien quand il est pris tôt, et c'est tout l'intérêt du dépistage. Le dépistage sert à faire un diagnostic plus précoce, avant la survenue du cancer ou alors que le cancer est très localisé, et c'est pour guérir plus de patients. C'est pour ça que le dépistage est un enjeu majeur. C'est comme ça qu'on va réussir à diminuer la mortalité du cancer colorectal, c'est via le dépistage, et beaucoup plus que par tous les traitements qu'on pourrait trouver au stade métastatique. Donc le dépistage est un enjeu majeur. On parle de 95% pour le cancer du sein, lorsqu'il est dépisté tôt, guérison, un taux de guérison, on peut parler de la même chose? Oui, alors pour les cancers de stade 1, qui sont les cancers qui sont localisés à la muqueuse, à la musculaire muqueuse ou à la musculeuse, donc les T1, T2, N0, donc les cancers qui ne vont pas franchir la musculeuse, la couche musculaire de la paroi du côlon, on est sur des survies de plus de 90% à 5 ans. Donc effectivement, c'est des gens qui sont guéris par la résection seule. Ce qui est énorme. On a reçu également beaucoup de questions autour du mode de vie. Oui.
et je pense que c'est intéressant de vous les poser parce que ça concerne tout ce qui est finalement la prévention. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier pour lutter contre le cancer colorectal ? Alors, il n'y a pas d'aliments spécifiques à privilégier pour lutter contre le cancer colorectal. Il y a ce que tout le monde sait, il y a les communications du gouvernement, manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une activité physique, éviter le tabac et l'alcool. Tout ça sont des facteurs de risque de cancer et associés également au risque de cancer colorectal. Et donc avoir une bonne hygiène de vie, quelque chose d'important pour diminuer le risque de cancer globalement, mais également le risque de cancer colorectal. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, des aliments à éviter ? Je pense notamment à tout ce qui est aliments ultra transformés. Alors, sur les aliments ultra transformés, potentiellement oui, de toute façon, c'est jamais bon pour la santé. Après, tout ce qui est viande rouge, l'excès de viande rouge également est associé au risque de cancer colorectal, excès de charcuterie également. Donc voilà, en gros, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Je crois qu'il n'y a pas de règle formelle à dire sur un aliment ou un autre. Ce qu'il faut, c'est varier son alimentation, manger des fruits et des légumes, avoir une activité physique régulière. Et avec ça, vous allez prévenir les maladies cardiovasculaires, vous allez éviter d'avoir des surrisques de développer des cancers. Et c'est ce qui est le meilleur pour la santé. Quand vous dites activité physique régulière, c'est à peu près... Activité physique régulière, je n'ai pas de recette toute faite à vous donner. Ça dépend ce que les gens aiment faire. Mais de la marche nordique, c'est très bien. Faire de la natation, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est faire ça toutes les semaines et régulièrement. Est-ce qu'il y a un impact plus particulièrement de la sédentarité sur l'incidence du cancer colorectal ? Oui, alors c'est considérer l'obésité, la sédentarité, mais tout ça est un peu lié. C'est-à-dire que moins on va bouger, plus on est à risque d'être en surpoids, et le surpoids est un facteur de risque pour tous les cancers. Donc, bien évidemment, la sédentarité est quelque chose qu'il faut éviter, même si c'est pas forcément facile dans les sociétés d'aujourd'hui, mais il faut avoir et se trouver du temps pour avoir une activité physique régulière. Il y a Marie qui vient à Dunkerque qui nous explique qu'elle ne boit pas souvent, 1 à 2 fois par mois, mais elle boit beaucoup en une seule fois, c'est ce qu'on appelle le binge drinking. Oui. Cette pratique favorise-t-elle le cancer colorectal ? Alors, j'ai pas de données spécifiques, je ne connais pas de données spécifiques sur le binge drinking. On sait que la consommation chronique d'alcool régulière, etc., est un facteur de risque, mais le binge drinking en soi, voilà. Après, le binge drinking est associé à d'autres risques sur ces alcoolisations aiguës, donc effectivement, il vaut mieux éviter. Voilà, mais j'ai pas de choses particulières à vous dire sur le cancer colorectal. Et l'alcool, de manière plus générale, on peut en consommer quand même avec modération, ou c'est à bannir ? Alors, il y a eu des publicités récemment, là, nos pouvoirs publics, qui nous disent qu'à partir de 2 verres d'alcool par jour, on est à sur-risque de faire des complications. Une dernière question de Fanny, qui vit à Bayonne. Est-ce que soigner le cancer colorectal passe nécessairement par une chimiothérapie ? Non, puisque c'est l'intérêt également du dépistage. C'est-à-dire que le dépistage, c'est guérir plus de gens, c'est aussi éviter d'avoir à traiter des patients qu'on ne traiterait pas s'ils avaient fait le dépistage. C'est-à-dire que si vous avez un cancer colorectal qui est réséqué et qu'il n'y a pas de ganglions qui sont envahis par la tumeur, il n'y a la plupart du temps pas d'indication à faire une chimiothérapie complémentaire. Et donc, plus les gens participeront au dépistage, plus on aura un diagnostic de ces cancers à un stade précoce, moins on sera amené à faire de chimiothérapie. Et les soins du cancer colorectal, ils se déroulent où ? Alors, les soins des cancers colorectaux, alors, il y a un circuit qui est assez bien identifié maintenant. C'est le dépistage envoyé par la sécurité sociale, médecin traitant. Le médecin traitant va aiguiller le patient vers un gastro-entérologue s'il y a lieu, pour les risques élevés ou très élevés, ou alors lui demandera de faire un test immunologique et le patient n'ira voir le gastro-entérologue que si le test est positif. Ensuite, il y a cet examen qui est la coloscopie, qui est un examen qui peut être diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va être diagnostique pour trouver des lésions. Il y a certaines lésions, notamment les lésions qui sont précancéreuses, les polypes vont être réséqués durant la coloscopie et ensuite le patient sera revu par le gastro-entérologue avec les résultats ANAPAT. Et puis si jamais on fait un diagnostic de cancer, il y aura un bilan d'extension à faire qui va reposer sur le scanner et le patient sera adressé au chirurgien pour être opéré. Donc le circuit est très bien codifié, c'est un circuit qui se fait très bien dans les hôpitaux publics ou dans les hôpitaux privés. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des délais pas trop longs. Alors on a été très clairement impacté par le Covid en 2020, ce qui a posé de vrais problèmes, puisque je crois qu'il y a 200 000 coloscopies qui n'ont pas pu être réalisées. Donc il faut absolument qu'on recommence activement ce dépistage et que les gens participent à ce dépistage, parce qu'encore une fois, c'est le meilleur moyen de diminuer la mortalité par cancer colorectal.
Nous allons ainsi conclure cette émission. Merci Jean-Baptiste Bachet pour la clarté et la précision de vos réponses. De rien. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous donne pour ma part rendez-vous très bientôt et avec grand plaisir pour un prochain Questions aux experts. Au revoir.